Donc nous connaissons en fait, aujourd'hui avec précision le déroulement de ces variolisations, car le docteur François de Lassonne a rédigé un rapport qui a été lu à l'Académie royale des sciences le 20 juillet 1774, un mois après l'intervention qui, disons-le tout de suite pour ceux qui s'inquiéteraient, eut une issue heureuse pour tous les inoculés. Alors précisons que le roi décida de ne pas différer l'acte. Il fallait le faire tout de suite. Après avoir vérifié si l'état de santé de leurs jeunes patients permettait de réaliser l'inoculation, les médecins durent donc agir vite, le plus rapidement possible. Ils décidèrent d'abord lesquels d'entre eux, des médecins, participeraient à cette opération qui était quand même assez délicate. Alors, précisons quels étaient ces médecins. Donc, il va y avoir tout d'abord François Marie-Claude Richard de Hautesierque, qui était un médecin militaire français, premier médecin des camps et armées du roi, inspecteur général des hôpitaux militaires et des charités. Il fut choisi pour inoculer ses majestés. Cette immense responsabilité lui valut par la suite, dans les salons parisiens, le surnom de Richard sans peur. Voilà un titre glorieux. Autre médecin, Joseph-Marie François de Lassonne, qui était le médecin de Marie-Antoinette. Sa biographie et ses qualités ont été largement présentées dans le numéro spécial sur la médecine à Marly de la revue, et nous renvoyons donc à cet article pour en savoir plus. Un autre médecin, Joseph Lieutot, c'était le premier médecin de Louis XVI. Il va se faire assister d'un chirurgien spécialisé dans la question, qui est le docteur Jobertou. Le docteur Jobertou, Jean-Louis Jobertou plus précisément, était présenté comme ça dans la Gazette de France en 1768. Je cite, il a inoculé à Paris avec le plus grand succès 32 sujets selon la nouvelle méthode dont il s'est occupé en Angleterre. Fin de citation. Autant dire que c'était un expert dans la pratique et que sa présence était évidemment précieuse pour assister tous ses collègues. Une fois l'ensemble de ces médecins désignés, la première tâche fut de trouver un sujet atteint de la petite vérole, dite naturelle et de bonne espèce. C'est la formule qu'on utilise à l'époque. Pour que ce sujet soit exempt d'autres maladies, il fallait que ce sujet soit le plus jeune possible et issu également d'une famille de bonne réputation, on va dire. Celle-ci fut établie après une enquête de voisinage, on se renseigna. Il s'agissait donc d'une petite fille âgée de 2 ans, fille d'une lingère parisienne, profession honorable. La fillette et la mère furent transportées en carrosse, donc on imagine l'expérience que ça pouvait être, à Marly le 18 juin. Et de grand matin, est-il précisé. Et on va voir que c'était vraiment de très très grands matins. Ces boutons se trouvaient alors en pleine suppuration, donc on était dans les meilleures circonstances pour réaliser cette inoculation. Elles furent installées, le grand salon de Marly, ici représenté, où, selon le rapport de Lassonne, il se trouva, je cite Lassonne, il se trouva un assez grand nombre de personnes de la cour qui virent la fillette et l'examinèrent. Donc, les médecins procédèrent à la variolisation selon la méthode dite suttonienne, du nom d'un médecin anglais qui s'appelait Daniel Sutton, qui l'avait mise au point. Cette technique consistait à tremper une lancette dans un bouton de variole, puis, je cite, à insinuer très doucement la pointe seulement sous l'épiderme, on croirait lire du Molière, une petite coupure ayant été pratiquée préalablement à cet effet. Donc Richard sans peur, on va l'appeler comme ça maintenant, commença d'abord par le roi. En effet, Louis XVI avait refusé courageusement qu'une autre personne soit inoculée avant lui. Et donc, il
voilà, il passe en premier. Donc, si éventuellement ça se passe mal, il est le premier à périr. L'inoculation débuta donc le 18 juin à 8 heures du matin. Donc, on était allé effectivement chercher la mère et sa jeune fille très, très tôt. Tout d'abord, le chirurgien Jobertou, hein, l'expert, pratiqua 5 incisions au bras du roi. 5, je dis bien. Dans ces petites coupures, Richard de Haute-Sierck, hein, il introduisit la lancette préalablement infectée. Le roi reçut donc 5 de ces sortes de piqûres, 3 dans l'un des bras et 2 dans l'autre. Ce fut ensuite le tour de la comtesse d'Artois, qui en eut 2 à chaque bras. Puis les 2 princes suivirent. Toutes ces inoculations furent pratiquées, il faut bien le dire et le reconnaître, avec la même lancette, ce qui n'était pas tout à fait ce qu'on peut espérer de la médecine, en tout cas de nos jours. Signalons que le docteur Richard sans peur, inocula avec la même matière, juste après la famille royale, je cite, plusieurs personnes qui étaient venues s'établir exprès dans le bourg de Marly, donc qui souhaitaient, elles aussi, être variolisées. Comme le roi avait choisi cette pratique, l'inoculation était en effet devenue brusquement, elle l'avait déjà été auparavant, mais à la mode, et donc tout le monde avait envie de l'avoir. C'est un peu l'équivalent de l'opération de la fistule quelques décennies plus tôt. Parmi les inoculés, il y eut la duchesse de Durfort, qui, bien qu'elle ait été variolisée quelques années auparavant, insista pour l'être à nouveau. Les médecins notèrent à son propos que, je cite, le venin variolique fut sans effet, ce qui conforte en quelque sorte les inoculateurs. Aujourd'hui, on peut tout simplement expliquer ce phénomène par d'absence de réaction, par le fait que la duchesse disposait encore des anticorps induits en quelque sorte par la première variolisation. Sur la famille royale, en revanche, ces inoculations ne furent pas sans effet, comme nous l'apprennent le rapport du docteur de la Saône et les bulletins de santé du roi. On peut lire dans le premier document, donc le texte de la Saône, je cite, le 22 juin, le roi eut froid, mal au rein et un peu de douleur aux aisselles, ce qui effectivement correspond à ce qu'on peut attendre d'une variolisation. Alors nous avons ces bulletins de santé du roi. Le premier va paraître le 24 juin et le dernier le 29 juin. Alors on vous les a mis ici. Le roi a passé une bonne nuit, donc on est le 24 juin. La fièvre qui annonce la prochaine éruption se soutient et est modérée. Les autres symptômes, tels que le mal de tête, le malaise universel et la douleur des aisselles, n'ont point augmenté. La petite vérole locale est plus marquée. Donc, signature des médecins, hein, Lieuteau, Lassonne, Richard et Joberton. Alors, on parle des autres, hein, évidemment, donc je ne vais pas tout vous lire à chaque fois. Concentrons-nous sur le roi. Le 25 juin à 9 heures du matin, le roi eut hier un peu plus de fièvre, avec quelques frissonnements accompagnés de légers maux de cœur sans vomissement. La nuit a été bonne. La fièvre subsiste à peu près au même degré avec le mal de tête. Tout annonce une éruption prochaine. Le roi, ainsi que les princes et la princesse, continuent à sortir et à se promener à pied dans les jardins, ce qui devait être très agréable, évidemment. Hier, donc là on est le 26 juin à 9 heures du matin, hier la fièvre et les autres symptômes qui annoncent la petite vérole ont subsisté. Le soir, il y eut une diminution marquée, la nuit a été bonne et pendant le sommeil, il s'est fait une éruption de plusieurs boutons. La petite vérole locale est en pleine suppuration. Bon, il ne s'inquiète pas plus que ça. Le 29 juin à 9 heures du soir, la suppuration des boutons est complète. Quelques-uns commencent à se dessécher. Donc, globalement, c'est fini.
Voilà, que Voltaire, qui était un ardent défenseur la variolisation, il va saluer le courage de tous ces princes et du roi en disant, en écrivant, je cite, «L'histoire n'omettra pas que le roi, le comte de Provence et le comte d'Artois, tous trois dans une grande jeunesse, apprirent aux Français, en se faisant inoculer, qu'il faut braver le danger pour éviter la mort.» Donc, le roi et la reine retournent à Versailles en juillet, ainsi que toute la famille, sans plus y redouter la maladie. Cour, oui, c'est une petite cour. Voilà. Cette histoire va avoir des retentissements assez considérables. Après le risque qu'il avait couru et après l'inoculation qui s'était révélée salutaire, le roi prit quelques décisions pour améliorer la santé collective. Alors, on peut citer quelques exemples, hein, ou lasser. En 1776, le roi demanda au jeune médecin, futur brillant médecin Félix Vic d'Azir, d'enquêter sur les régions les plus touchées par les épidémies, en particulier de peste bovine. Ce fut les débuts des enquêtes, même si le mot n'existait pas à l'époque, d'épidémiologie, hein. Le terme va être imaginé un peu plus tard via l'Angleterre, mais globalement, c'est à ce moment-là que ça commence, en tout cas pour la France. La même année, le docteur de Lassonne, que nous connaissons parfaitement maintenant, proposa la création d'une commission nationale chargée de correspondre avec les médecins du royaume. Ceux-ci devaient leur déclarer toute nouvelle épidémie dans le but, évidemment, de prévenir l'extension. Et en 1778, la commission fut remplacée par la Société royale de médecine. Celle-ci donna naissance par la suite à notre actuelle Académie nationale de médecine, dont vous voyez ici la porte. Alors, quelques années plus tard, comme vous le savez, la variolisation va être en quelque sorte détrônée par une nouvelle technique que l'on va appeler la vaccination. Euh, En pratique, c'est le médecin anglais Edward Jenner, que vous voyez ici représenté sur ce tableau de Mélingue. Jenner mit en évidence une immunité croisée entre la variole, d'une part, et le cowpox, comme on l'appelait en Angleterre, ou variole des vaches, également appelée vaccine en France en particulier. L'inoculation de la vaccine, moins dangereuse, finit par supplanter la variolisation. Ça donne à peu près les mêmes effets, mais au niveau local, plutôt sur les mains, puisque c'était les personnes qui partaient traire les vaches qui étaient contaminées par cette maladie. Le substantif, en revanche, de vaccination apparu dès le début du 19e siècle. Il était employé de temps en temps, pas de manière systématique. Dans la seconde moitié du 19e siècle, le mot finit par désigner tout acte préventif similaire, quelles que soient les maladies. Il fut officialisé en 1881 à l'occasion d'un congrès par Louis Pasteur. Alors, il faut également rappeler, pour mémoire, avant de terminer, que la première vaccination obligatoire en France fut la vaccination antivariolique. Et la date, c'est précisément 1902. C'est à partir de 1902 qu'il va y avoir des obligations vaccinales qui font toujours autant discuter. La maladie déclina peu à peu, du fait en particulier de cette vaccination, mais également de tous les facteurs qui ont joué pour l'ensemble des maladies. Et en 1980, l'Organisation mondiale de la santé déclara la variole officiellement éradiquée. Et en 1984, la vaccination antivariolique cessa d'être obligatoire en France. Toutefois, il existe toujours un stock de vaccins antivarioliques conservés en France et dans de nombreux pays, au cas où il y aurait une attaque de type terroriste, hein, ou la résurgence éventuelle de la maladie. Et il est très probable qu'il existe des stocks du virus dans des arsenaux plus ou moins déguisés.
Merci de votre attention et vous avez reconnu l'endroit. C'est exactement là qu'a eu lieu la variolisation. Il n'y a plus les murs, mais globalement, vous vous mettez à l'intérieur et vous faites le grand voyage en présence de Louis XVI et de tous ses petits copains.